Jusqu'où est prêt à aller cet homme? Cet homme, c'est qui? C'est le génocidaire de Gaza, c'est le boucher de Gaza, c'est le premier ministre actuel à Tel Aviv. Cet homme porte un nom, c'est Benjamin Netanyahou. Cet homme a une frustration colossale, c'est celle d'arriver au même stade que celui auquel est arrivé son frère qui est un héros à Tel Aviv. Pourquoi? Car il avait réussi à neutraliser un commando qui avait pris d'assaut un avion de la compagnie israélienne El Al en Ouganda. Son frère est mort en héros. Depuis 50 ans, Benjamin Netanyahou n'a qu'un seul rêve, qu'un seul désir, qu'un seul vœu, dépasser l'image d'héros de son frère. Et pour cela, il est prêt à tout. Je dis bien à tout. À massacrer, à génocider, à déclarer des guerres partout, quitte à même à être à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Tout ça pourquoi? Pas simplement pour égaler son frère ou pour surpasser son frère, pour éviter d'aller en prison. Car cet homme-là, qui joue avec les forces du mal, est poursuivi pour des affaires de corruption. Et il le sait. Il sait aussi que s'il quitte le pouvoir, la justice de son pays va le poursuivre jusqu'au bout et il finira en prison comme d'autres de ses prédécesseurs, comme l'ancien Premier ministre et l'ancien président israélien, Ehud Olmert. Et celui qui est frustré de ne pas être au même niveau que son frère ne veut pas vivre cette infamie, finir en prison alors que son frère a fini comme un héros. Vous imaginez, il y a tout un peuple aujourd'hui, il y a toute une région aujourd'hui qui a feu et à sang à cause des frustrations de cet homme-là. Alors pourquoi je vous parle très spécifiquement de cet homme-là aujourd'hui? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui. L'Yom al-Jumu'ah ou Jumu'ah Mubaraka al-Jami' al-Muslimin. Vous imaginez? Ce génocidaire a choisi le jour le plus sacré des musulmans pour bombarder un État musulman. Et vous savez qu'il y a 57 États musulmans. 57 États musulmans. Et vous voyez, ce grand génocidaire d'un petit pays, chef d'un vieux peuple, qui bombarde un jour sacré, un grand État musulman. Et ce grand État musulman, vous le connaissez. C'est ce pays-là. C'est l'Iran. L'Iran a été bombardé par 200 avions de chasse israéliens. Aujourd'hui, vendredi, jour sacré pour 1,8 milliard de musulmans. Si cela ne s'appelle pas de la provocation, je ne sais pas comment alors cela s'appelle. Vous savez que l'Iran, avant de se déclarer l'ennemi de Tel Aviv, était un grand ami de Tel Aviv. Et oui, avant la révolution de Khomeini en 79, l'Iran du Shah d'Iran était l'allié de Tel Aviv contre l'Égypte, contre la Jordanie, contre la Syrie, contre le Liban, etc., etc. Et oui, le revirement a eu lieu en 1979 avec la fuite du Shah d'Iran en Égypte, au Maroc, aux États-Unis et l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini. Est-ce que vous savez que pendant 30 années, depuis les années 50, depuis la création de l'État d'Israël en mai 1948, le Shah d'Iran avait noué des relations extrêmement proches avec Tel Aviv, à telle enseigne qu'il y avait même un gazoduc qui permettait
à Tel Aviv de bénéficier du gaz iranien. Vous savez que l'Iran, c'est à la fois une puissance gazière et une puissance pétrolière. Et même, écoutez-moi bien, et même après l'arrivée de Khomeini au pouvoir en 79, vous savez que l'Iran a livré du pétrole à Tel Aviv en échange de l'armement militaire américain. C'était un scandale à l'époque. Ce scandale porte un nom, c'est l'Iran Gate. Alors aujourd'hui, ces deux pays font semblant de ne pas s'entendre. Oui, je dis bien font semblant, car au-delà du drame d'aujourd'hui, 200 avions de chasse israéliens de marque américaine, c'est des F-15, c'est des F-16, de pointe, parce qu'il y a plusieurs catégories dans les F-16. Donc au-delà du fait que 200 avions de chasse américains ont bombardé les sites nucléaires iraniens et les principaux bastions militaires iraniens, l'Iran et Tel Aviv s'entendent très bien. Je sais que je vais en choquer plus d'un, mais cette entente, elle est très vieille, très vieille. Déjà, il y a près de 25 siècles, à l'époque de Cyrus le Grand. Est-ce que vous savez que les Perses, c'est l'ancien nom des Iraniens aujourd'hui, ont protégé les Juifs à Jérusalem. Et pas que cela. Les Perses ont toujours soutenu les Juifs contre les musulmans, car les Perses n'ont jamais digéré la défaite des armées perses face aux armées musulmanes, la fameuse bataille de Qadisiyah. C'est quelque chose qui est là, qui est bloqué en travers de la gorge des Perses, de l'État perse ou de l'État iranien qui est son successeur. Et c'est une des raisons pour laquelle l'Iran a toujours profité des différends qu'il y avait entre les États arabes et Israël pour créer des proxys. Proxy, c'est une filiale, pour parler un langage d'entreprise. Proxy, c'est un langage informatique, filiale, c'est langage d'entreprise. Ou pour utiliser un langage politique, l'Iran a utilisé des vassaux. Il y a le vassal yéménite avec les Houthis, il y a le vassal libanais avec le Hezbollah, il y a le vassal palestinien avec le Hamas. Et régulièrement, l'Iran a soutenu militairement ses vassaux, ses proxys, ses filiales au Moyen-Orient pour se donner une bonne image. Sauf que ce jeu dangereux auquel s'est résigné l'Iran pendant 4 décennies, aujourd'hui, ça se retourne contre lui. Pourquoi? Car son allié le plus fidèle, c'est-à-dire le régime de Hafez al-Assad et ensuite Bachar al-Assad, a disparu. Le Hezbollah a été dynamité, neutralisé, le Hamas décapité, notamment avec ses chefs qui ont été tués par Tel Aviv en Iran. Et là, récemment, les Houthis du Yémen qui ont négocié une trêve avec les Américains. Donc aujourd'hui, l'Iran s'est retrouvé tout seul, face à face, avec le génocidaire Netanyahou, qui a oublié cette alliance ancestrale entre les Perses et les Juifs. Pourquoi a-t-il oublié cette alliance? Car il ne pense qu'à sa peau aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de bombarder l'Iran. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Iran est dans une impasse? Peut-être, l'avenir nous le dira. Vous avez vu, plusieurs généraux ont été tués, 6 scientifiques nucléaires iraniens ont été tués, vous avez le chef des gardiens de la révolution qui a été tué, qui est garant de l'islam iranien. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vendredi, jour sacré pour 1,8 milliard de musulmans, est-ce que c'est le début d'un tournant, d'un virage dans les relations entre l'Iran et Tel Aviv, car depuis très longtemps, ces deux pays, ces deux peuples sont très très bien
entendu. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de bombardements massifs, je dis bien massifs, de Tel Aviv contre Téhéran et contre l'Iran en général. Alors d'abord, on va regarder une petite carte pour savoir de quoi nous parlons. Ici, nous avons Tel Aviv, qui est la capitale d'Israël, et la distance, donc par air, par ciel, entre Tel Aviv et Téhéran, c'est 1500 km. Alors vous avez trois possibilités pour l'armée de Tel Aviv de passer de Tel Aviv à Téhéran. C'est ou bien on passe directement, c'est-à-dire on passe par la Jordanie, l'Irak, et ensuite il y a une frontière entre l'Irak et l'Iran, et on arrive en territoire iranien. Ça, c'est la solution la plus facile. La deuxième solution, c'est de passer donc, par le sud, par le territoire saoudien, et l'Irak, et ensuite l'Iran. Et vous avez une troisième possibilité pour l'aviation militaire israélienne, c'est d'attaquer l'Iran à partir de ses alliés. Car oui, Tel Aviv a des alliés pas très loin de l'Iran. Et ses alliés, c'est qui? Ce sont les Émirats Arabes Unis, c'est Bahreïn, et un peu le Qatar. Et ces trois pays-là auraient pu permettre à l'aviation de Tel Aviv d'attaquer directement l'espace aérien iranien juste à quelques kilomètres de l'Iran. Car avec un avion F-16 de pointe américain, c'est vrai qu'ils peuvent faire 3000 km aller-retour, mais ces F-16, il faut qu'ils portent des bombes anti-bunker qui pèsent 2250 kg. Il faut les ravitailler en kérosène, et pour cela il faut des avions ravitailleurs. Apparemment Tel Aviv en détient quelques-uns, mais c'est pas assez pour ravitailler 200 F-16 américains. Donc il est à craindre que ces avions de chasse de Tel Aviv aient bombardé l'Iran et l'ensemble des sites nucléaires iraniens, non pas à partir de Tel Aviv, mais plutôt à partir ou bien de l'Arabie Saoudite, ou bien des Émirats Arabes Unis, et peut-être Bahreïn et le Qatar. Et vous avez évidemment une solution qui serait dramatique pour l'Irak, qui vient d'abriter le sommet des États arabes. Vous savez que les militaires américains sont présents en Irak. L'Irak ne posséderait plus de système anti-aérien, de défense anti-aérien, à cause de ce qui s'est passé lors de la première guerre contre l'Irak en 91 et la deuxième en 2003. Donc, c'est aussi une possibilité que les avions israéliens auraient pu décoller du territoire irakien qui est extrêmement mal sécurisé. Donc, autant vous dire que cette attaque massive de Tel Aviv contre Téhéran a bénéficié, ou directement ou indirectement, du soutien d'États arabes musulmans contre un autre État musulman, en l'occurrence l'Iran. Alors quand on voit les choses se passer ainsi, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment il y a une communauté musulmane en 2025? Ou une civilisation musulmane? Vous savez, il y a tellement de littérature, tellement d'articles, tellement de livres, tellement de conférences, tellement de théologiens qui parlent de civilisation musulmane, de Ummah musulmane. Mais dans les faits, est-ce qu'elle existe? Quand on voit qu'aujourd'hui, les uns après les autres, l'ensemble des États qui se sont opposés au génocide palestinien ont été neutralisés, détruits, ou par une guerre civile, ou par une guerre militaire classique. Alors on peut s'amuser à les citer,
l'Égypte de Nasser a été détruite, la Syrie d'Assad a été détruite, la Libye de Kadhafi a été détruite, le Yémen a été détruit, l'Algérie a connu une guerre civile, l'Iran est bombardé régulièrement, récemment. Plus on énumère les pays qui se sont opposés à cet état génocidaire, chacun et l'un après l'autre a été détruit. Oui, détruit. Et vous savez que l'Algérie s'entend bien avec l'Iran. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un avertissement à l'Algérie? Je crois que oui. Alors, pas de civilisation musulmane, pas d'oumma musulmane, pas de fraternité musulmane, pas de solidarité musulmane. Finalement, être musulman aujourd'hui, c'est quoi? C'est simplement une virtualité. Allez, on fait tous 5 fois la prière par jour, on prie le Jumu'ah comme aujourd'hui le vendredi, mais on laisse nos frères, nos sœurs se faire bombarder sans réagir. Et pourquoi y a-t-il cette impunité? Cette impunité de Tel Aviv. Vous avez la raison. Tel Aviv est une puissance nucléaire et tous ces pays musulmans, il y en a 57, s'amusent à acheter chaque année des milliards de dollars d'armement militaire américains, russes, chinois, turcs, français, anglais. Mais dans les faits, à quoi sert ces milliards de dollars d'armement militaire? Il ne sert strictement à rien. La preuve, combien de milliards de dollars l'Iran a dépensé pour sa défense, pour son aviation. L'Iran aurait vendu des drones à la Russie contre l'Ukraine. Mais c'est une blague. Un pays qui n'est même pas capable de protéger son territoire, qui a été bombardé par 200 avions de chasse de Tel Aviv. Autant vous dire que les armées de ce type de pays sont des armées fantoches, sont des armées virtuelles. Donc tous ces milliards de dollars utilisés, en dehors d'assurer l'autorité de l'État sur la population, ces armées-là ne servent à rien. Voilà le terrible constat, le terrible diagnostic et la terrible conclusion à laquelle nous aboutissons aujourd'hui. Il ne sert à rien d'acheter des chars, des avions, des missiles, quand ces chars, ces missiles, ces avions sont incapables d'assurer la protection et la sécurité des frontières de nos pays. Alors bien sûr, ça va enrichir les économies occidentales, russes, chinoises, mais en aucune manière ces milliards de dollars nous protégeront contre une petite attaque de cet État génocidaire à la tête duquel il y a Benjamin Netanyahu. C'est terrible. C'est terrible. Alors évidemment, nos amis américains ont dit que oui, ils étaient au courant, mais ils n'ont pas participé. Et par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, il a dit « Nous ne sommes pas impliqués. Nous ne sommes pas impliqués. » Alors vous savez, les Américains, je les connais bien, les Américains. Nos amis américains. Alors je vais vous montrer la carte des bases militaires américaines dans la région. Voilà, c'est les petits points en rouge là, vous voyez? Alors, ici vous avez l'Arabie Saoudite et les États du Golfe. Ici vous avez l'Iran. Alors vous imaginez les bases américaines? Elles sont face à face. Elles sont toutes proches de l'Iran. Donc voilà. C'est pas compliqué en regardant cette carte pour comprendre de quelle aide a bénéficié Tel Aviv dans cette attaque terrible en ce vendredi saint contre les sites nucléaires et militaires iraniens. Alors vous savez que l'objectif numéro 1 de cette attaque massive de Tel Aviv contre Téhéran, c'est évidemment d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire, c'est-à-dire le nucléaire militaire. Ça fait longtemps qu'on en parle. Des années, depuis 91, on entend l'Occident ne peut pas accepter que l'Iran puisse demain devenir
une puissance nucléaire et que tout sera fait, et tout a été fait, pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arsenal nucléaire militaire, à distinguer de l'arsenal militaire civil, qui peut permettre à des États qui n'ont pas de pétrole, de gaz ou de charbon de pouvoir assurer un minimum d'électricité à leur population. Donc, les sites qui ont été visés par les 200 avions de chasse américains, vous savez, c'est un lapsus révélateur, de Tel Aviv, sont ici avec les points noirs. Vous imaginez, il y a eu 100 sites qui ont été visés, 100, par ces 200 avions de chasse. Vous imaginez, l'Iran n'a même pas été capable, avec ses radars, avec ses satellites, avec son système de défense antiaérien, n'a même pas été capable d'arrêter un seul avion. Est-ce que vous imaginez la virtualité de l'armée iranienne ou de l'arsenal militaire iranien? Regardez, regardez tous les sites qui ont été visés. Tous les sites. Mais c'est énorme. Alors ça va de Téhéran à Tabriz au nord, à Shiraz au sud, à la frontière irakienne. Vous allez voir, il y a au moins une dizaine de sites à la frontière irakienne, rien qu'à la frontière irakienne. Dizaines de sites. Bref, tout ça pour vous dire que les armées musulmanes, elles tiennent pas la route par rapport à ce tout petit État qu'on appelle Israël. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en juin. Décidément, Tel Aviv aime bien le mois de juin. C'était en juin 80. Vous savez, j'étais tout jeune, j'avais à peine 9 ans, 9 ans et demi. On était en train de finir l'année scolaire. Et à l'époque, déjà, j'avais été marqué par ce qui s'était passé. Juin 81. Juin 81. Ça m'avait tellement marqué ce qui s'était passé. Nous étions en pleine guerre entre l'Irak et l'Iran. Et à mon âge, et mes frères et sœurs sont encore vivants et peuvent en témoigner, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit, mais comment c'est possible que des pays musulmans se font la guerre? Moi, je voyais mes parents faire la prière. Et puis on me disait, dans l'islam, il n'y a pas de différence entre arabes, iraniens, kurdes, berbères, indonésiens, malaisiens, européens, américains. On est tous des frères dans l'islam. Et je ne comprenais pas pourquoi l'Irak et l'Iran se faisaient la guerre. Et cet événement dont je vous ai parlé, et qui m'a traumatisé, j'avais 9 ans et demi. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit une petite lettre à l'ambassadeur d'Irak et à l'ambassadeur d'Iran à Paris pour leur dire, messieurs les ambassadeurs, à l'époque je ne disais pas votre excellence, je disais messieurs les ambassadeurs, mais vous êtes musulmans tous les deux, pourquoi vous faites la guerre? Vous savez, j'étais naïf à l'époque, je crois que j'en ai gardé encore un brin de cette naïveté. Et donc, et c'est mon frère qui m'a donné l'adresse de l'ambassade d'Irak et l'ambassade d'Iran à Paris, et j'ai acheté 2 timbres et je les ai envoyés par la poste. Évidemment, j'ai jamais eu de réponse, ni de l'ambassadeur d'Irak, ni de l'ambassadeur d'Iran. Et donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit cette lettre? Ben, je vais vous dire ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé en juin 80 et qui fait que j'ai écrit cette lettre. Vous avez Tel Aviv qui a bombardé le site nucléaire irakien d'Ozirak. Je ne sais pas si les plus jeunes connaissent cette affaire. Donc Tel Aviv a tout fait pour empêcher l'Irak, pas l'Iran, parce qu'à l'époque l'Iran était occupé à autre chose, était occupé à faire la révolution islamique. Donc Tel Aviv, en passant, regardez par où ils sont passés, par l'Arabie Saoudite, donc le sud de Jordanie, Arabie Saoudite, et ils sont partis bombarder le site nucléaire irakien qu'on appelait d'Ozirak. Et ce site nucléaire-là avait été mis en place grâce au soutien de la France. À l'époque, c'était en 1976, le premier ministre de l'époque, c'était Jacques Chirac, et il avait autorisé la France à livrer
l'armement nucléaire civil français à l'Irak. Et ce 7 juin 1981, les F-15 de Tel Aviv sont partis bombarder, il y a à peu près 1000 km, 1000-1200 km. Ils sont partis bombarder le site nucléaire d'Ozirak, en Irak. Il y a eu 10 soldats irakiens qui ont été tués et un ingénieur nucléaire français a été tué. Il y a eu un scandale mondial à l'époque. L'ONU avait voté une résolution pour condamner l'attaque de Tel Aviv contre l'Irak. Et quand vous comparez, ça fait 44 ans, vous avez entendu l'ONU condamner, une assemblée générale ou conseil de sécurité condamner? Rien. Wallo. C'est là où vous voyez que le monde a changé. Le monde est en train de changer. Avant, on parlait de l'égalité internationale, de droit international, des droits de l'homme, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est tag à la tag. C'est la loi du plus fort. L'homme est un loup pour l'homme, pour reprendre une expression du grand philosophe politique anglais Thomas Hobbes, qui dans son livre mémorable Léviathan a bien décrit la dureté des relations, non seulement entre les hommes au sein d'un même État, mais entre les États eux-mêmes. Car entre les États eux-mêmes règne la loi de la nature. Il n'y a pas de contrat social ou contrat politique entre les États. Bien sûr, ils ont essayé avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, ensuite avec l'ONU à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de légalité internationale, il n'y a plus de droits de l'homme qui régissent les relations entre les hommes de différents États. Il n'y a pas, comme disait le philosophe allemand Kant, de paix perpétuelle. Non, il y a une guerre perpétuelle. Et les condamnations des Nations Unies après l'attaque de Tel Aviv contre l'Irak, le site nucléaire de l'Irak à Ozirak en juin 81, aujourd'hui, on ne les entend plus, car le monde a changé. Alors, qu'est-ce qui a fait que, déjà il y a 44 ans, Tel Aviv a bombardé les sites nucléaires irakiens à Ozirak? Ben figurez-vous qu'à l'époque, l'ayatollah Khomeini, bon, Rabbi yarhamou, parce qu'il est mort maintenant, vous savez, il passait son temps à dire, oui, Israël est l'ennemi de l'Iran, Israël est l'ennemi du monde musulman. Qu'est-ce qu'il faisait à côté de ça, notre ami l'ayatollah Khomeini? Donc non seulement il donnait du pétrole à Israël en échange de l'armement américain, mais en plus de ça, c'est l'Iran de l'ayatollah Khomeini qui a livré des informations à Tel Aviv sur le site nucléaire irakien en Irak, à Ozirak. Eh oui, c'est l'Iran. L'Iran, regardez, coopération Iran-Irak pour attaquer le réacteur nucléaire irakien en Irak. Vous voyez, il faut prendre du recul un peu, hein, il faut prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Eh oui, pompiers pyromanes. Car à l'époque, nous sommes en juin 81, l'Irak et l'Iran se font la guerre. Donc l'Iran avait essayé de détruire le site nucléaire irakien aux Irak. Ça n'a pas marché. Alors ils étaient frustrés un peu comme Netanyahou aujourd'hui, qui est frustré de ne pas être aussi héroïque que son frère. Parce qu'il a tout essayé pour détruire, massacrer, génocider le peuple palestinien, mais apparemment il résiste un peu trop. Donc l'Iran a fait pareil, frustré de ne pas pouvoir détruire le site nucléaire irakien aux Irak. L'Iran a décidé de donner les informations à Tel Aviv pour détruire définitivement ce site-là, et ça a marché. Donc, alors ce site s'appelle Ozirak pour les Irakiens, il s'appelle Tammuz Ier pour les Irakiens. Donc Ozirak pour les étrangers et Tammuz Ier pour les
pour les Irakiens. Donc alors l'attaque iranienne sur Tammuz qui avait été échouée, parce qu'ils avaient utilisé des chasseurs F-4, mais Tel Aviv a utilisé des chasseurs américains F-15 et F-16 pour attaquer le réacteur de recherche atomique d'Ozirak. Voilà. Donc vous voyez la coopération entre l'Iran et l'Irak. Il y avait une coopération entre ces deux pays au moment où il y avait un Shah, le Shah d'Iran, et il y a eu une coopération au moment où il y a eu l'Ayatollah Khomeini, je vous rappelle, c'est toujours le même régime politique qui est en Iran aujourd'hui. Donc voilà, ils étaient copains hier, maintenant ils sont devenus ennemis. Alors, en 2012, j'ai récupéré un article du Monde du 21 février 2012, donc un article du Monde. Le titre c'était « Israël a-t-il les capacités militaires pour attaquer seul l'Iran ?» Donc, est-ce que Tel Aviv a les capacités d'attaquer seul l'Iran? Et dans cet article-là, qui fait 1, 2, 3, 4 pages, donc 4 pages, donc un très long article, et il disait point par point pourquoi Tel Aviv ne peut pas faire cavalier seul. Voilà. Tel Aviv ne peut pas faire cavalier seul pour attaquer l'Iran. Je vous ai dit pourquoi. À cause de la distance, à cause du fait qu'il faut ravitailler en kérosène ces avions, ces chasseurs israéliens. Et il faut du soutien, parce que c'est long. L'Iran, c'est plus loin que l'Irak, et pourtant, ça a marché sans aucun problème. Et dans cet article-là, il disait que sans l'aide américaine ou des pays arabes, Tel Aviv ne peut pas attaquer Israël, car à l'époque, il disait qu'il faut au moins une centaine de chasseurs, c'est-à-dire des F-15 ou des F-16. Là, c'est pas 100 qui ont été mobilisés pour bombarder l'Iran, c'est 200. 200. Donc, quand vous lisez entre les lignes, vous comprenez que sans les États-Unis et sans les pays arabes voisins, musulmans, je veux dire pays musulmans parce qu'ils sont musulmans, jamais cette opération n'aurait pu être menée à bien. Alors, vous savez qu'on a eu une première confrontation entre Tel Aviv et Téhéran, c'était au mois d'avril, quand les Iraniens ont envoyé des drones, 190 drones, ce qu'ils appellent les Shahed 136 et 238. Ça fait un peu référence à l'uranium enrichi. Et c'est ceux-là qui ont été, ces drones qui ont été vendus par l'Iran à la Russie, comme si l'Iran avait besoin de drones pour les utiliser contre l'Ukraine. Et dites-vous bien qu'apparemment, l'Iran aurait envoyé 500 drones. Je rigole parce que c'est... Quand on entend des histoires pareilles, on a envie de pleurer. 500 drones. Vous savez combien de temps il faut pour que des drones... Je vais vous montrer la carte, parce que sinon on ne peut pas réaliser. Vous savez combien de temps il faut pour que des drones traversent l'Iran, l'Irak, et pour arriver jusqu'à Tel Aviv, il faut 5 heures. Je dis bien 5 heures. Vous croyez que c'est sérieux? Vous pensez qu'on peut... regardez. Ça, c'est les Espagnols qui se moquent des Iraniens. Les drones demandent 5 heures pour arriver à Tel Aviv. 5 heures pour faire 1500 km. Vous croyez que des drones peuvent tranquillement, à la vitesse de chameau, passer de Téhéran à Tel Aviv et atteindre leur cible? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Si l'attaque au drone des Ukrainiens a réussi en Russie, c'est parce que ils étaient cachés dans des camions à proximité des bases militaires russes, donc ils étaient à quelques kilomètres. Oui, quand vous mettez des drones à quelques kilomètres d'une cible, évidemment, vous avez des chances de réussir votre coup. Mais c'est pas en envoyant 500 drones
pour faire une distance de 1500 km, et ça va leur demander 5 heures pour arriver, que vous allez effrayer une puissance nucléaire. Alors vous savez, ce grand pays qui se dit islamique, République islamique, révolution islamique. Vous savez qu'il y a 2 jours, et ils préparent le terrain les Européens, la Commission européenne, dont je vous ai parlé hier, a décidé d'intégrer dans sa liste noire des pays qui pratiquent le blanchiment de capitaux et le financement des terrorismes avec 2 autres pays. Et c'est qui ces 3 pays? C'est la Corée du Nord, c'est la Birmanie, donc Corée du Nord, Birmanie, et c'est l'Iran. Donc l'Iran fait partie des, selon la Commission européenne, l'Iran fait partie des 3 pays qui ont intégré la liste noire de ceux qui pratiquent le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Alors, l'Europe dit ce qu'elle veut, évidemment. Mais vous avez vu, c'était le 11, la publication c'était le 11, et l'attaque a lieu du 12 au 13, regardez, c'était le 11 juin, et l'attaque a lieu le 12 et le 13. Alors l'Iran, comme je vous ai dit, c'est pas un saint, hein. L'Iran n'est pas un pays parfait, dirions-nous. Et je vais vous citer quelques exemples. Je vous ai parlé de Total, vous vous souvenez? Total a mis en place un programme de lutte contre la corruption. Incroyable, hein? Total qui met en place un programme de lutte contre la corruption. Et que fait Total? Total, ce merveilleux pays, pratique la corruption où ça? En Iran. Et il y a 250 millions d'euros qui ont été confisqués, avec une petite amende par la justice française de 750 000 euros. Voilà, 750 000 euros. Mais aux États-Unis, Total, qui pratique la corruption en Iran, a été obligé de payer une amende de 398 millions de dollars. Regardez, USA, États-Unis, Total paiera 398 millions de dollars dans un dossier de corruption. Où ça? En Iran. Vous savez, l'Iran, ce magnifique pays il y a une république islamique. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'a fait Total? Total a donné 60 millions de dollars en pot de vin pour obtenir un contrat de 2,5 milliards de dollars dans le domaine du gaz et du pétrole. Elle a donné cet argent au fils de l'ancien président. Bah oui. Ils manquent d'argent, les Iraniens. Voilà, 60 millions de dollars dans la poche, et en échange, 2,5 milliards de dollars de contrat. Et c'est la raison pour laquelle la justice américaine a décidé de sanctionner Total, qui fait semblant de lutter contre la corruption, en l'obligeant à payer une amende de 398 millions de dollars pour lui éviter un procès. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai pris une cravate verte aujourd'hui, en référence à la révolution islamique iranienne, le vert de l'Iran.